Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Au jeu de la vie, l'homme de cœur que vous êtes a failli se retrouver sur le carreau. Votre canapé rouge vous a fait oublier ses jours noirs. Vous racontez aujourd'hui sous une couverture ces mois passés sous une autre quand vous étiez dans de beaux draps. Bonjour Michel Drucker. Bonjour cher Jacques Pessis, bonjour amis de Sud Radio. Quelle joie de vous revoir après ces mois d'angoisse. Tout va bien, la forme est olympique? Ça va bien, vous m'avez servi un petit café, tout va bien. Bon, alors on va parler de ce livre « Ça ira mieux demain » chez Robert Laffont, livre qui raconte les mois que vous avez vécus, et ça va servir de fil rouge avec les dates de votre vie, puisque vous êtes souvent venu dans les clés d'une vie. Vous avez bien les clés de ma vie. Oh, je les ai toutes. Parce que c'est un gros trousseau. Hein. Je sais, mais enfin, là on va se limiter à 4 dates qui sont liées justement à cet incident, parce que c'est un incident maintenant aujourd'hui oublié. Et la première date, c'est le 30 août 2020. Le jour où vous rentrez à l'hôpital sans imaginer que ça va durer aussi longtemps, Michel Drucker. Non, mais avait une vraie inquiétude, avec de la fièvre, avec 2 mois précédents où j'étais fatigué parce que j'avais un petit problème de thyroïde, à ma grande surprise, et je commençais à être fiévreux depuis le 15 août. Alors, vous étiez en Provence tranquillement, et vous cherchiez à l'époque ce que vous appeliez votre style de retraite. Oui, je cherchais, comme toujours, ça n'a pas changé, c'est ma parano régulière, Oui. mais j'avais une crise de parano qui s'était un peu accélérée dans les années précédentes, puisqu'il y avait un vent de jeunisme qui soufflait sur notre métier, et comme je ne suis pas le plus jeune de la bande, je me posais des questions, comment sortir vers le haut ? Oui, Et là, j'ai failli sortir vers le bas. Oui, mais enfin, le jeunisme, vous l'avez déjà vécu, voici 20 ans avec Philippe Guillaume, Oui. et ça s'est très bien terminé. Ça revient régulièrement. Maintenant, mes cardiologues me disent, vous êtes hors concours, vous êtes déjà en pré-centenaire. Oui, mais en même temps, ce jeunisme, à partir d'un certain âge, ça compte plus. On devient une référence. C'est Alain Duhamel qui m'a soufflé ça. On devient un vestige pittoresque. Alors, vous habitez dans une maison tranquille, et moi je me souviens, vous avez pris cette maison après avoir vécu presque un cauchemar. Vous étiez à Mossane, vous aviez une maison, et je crois qu'il y avait un village de vacances qui s'installait à côté de chez vous, ce qui vous a fait fuir. On peut le citer, c'était Périnelle. Oui. Périnelle qui est le premier maillon de l'Empire Arnaud. Hein, car c'est LVMH. Le démarrage de l'Empire LVMH, c'est Férinelle. Voilà. Férinelle. Oui, il y avait un village Férinelle qui se construisait. Le petit détail, c'est qu'on ne l'avait pas dit. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, je ne savais pas que très bientôt, quand je serai au bord de ma piscine, en train de récupérer, j'entendrai le voisin qui me dirait, je vous passe le sel, on fait un barbecue ensemble. Alors évidemment, ça m'a crispé un peu. Alors, vous êtes allé dans un endroit beaucoup plus calme, et vous avez passé des journées, dans ces mois qui ont précédé l'opération, à scruter les arbres, ce qui est quand même plus apaisant que l'audimat, Michel Drucker. Ah, pardon ? Scruter les arbres, c'est plus apaisant que l'audimat. Ah oui, ben oui, c'est vrai que Mitterrand faisait ça. Oui. Mitterrand, à Latché, il parlait à ses arbres. Guy Béard aussi parlait à son arbre tous les matins, Oui, en l'engueulant. Oui, et Brassens disait, au pied de mon arbre, je vivais heureux. Et puis, vous aviez une lettre du général MacArthur qui vous tient très à cœur. Oui, sur le jeunisme, absolument. Il dit, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Exactement. Vous la connaissez comment, cette lettre? Je l'ai dans mon bureau. On me l'a envoyé un jour, je trouvais ça magnifique. Et je crois même de mémoire qu'il dit les années rident la peau, mais il ne faut pas rider l'âme. Exactement. Si ma mémoire est bonne. Elle est excellente. Alors, il faut savoir que le général MacArthur, il y a eu beaucoup de films sur lui, et que Robert Montgomery, Laurence Olivier et Henri Fonda l'ont incarné à l'écran. C'est le discours, c'est extrait du discours quand il a quitté l'armée, je crois. Oui. C'est un discours qui est resté célèbre. Oui, comme le général d'ailleurs. Oui. Alors, un jour, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas Iron Man, c'est-à-dire que vous avez cette fièvre, et vous vous souvenez que vous aviez déjà eu des problèmes cardiaques dont vous n'aviez jamais parlé, Michel Drucker. Non, une espèce de déni, c'est vrai. C'était des problèmes que j'avais négligés parce que j'avais eu dans un lointain passé, sans entrer dans les détails, mais ceux qui connaissent un peu l'univers de la cardiologie, qui nous écoutent, comprendront. J'ai vu ce qu'on appelle une CMO, cardiopathie obstructive ou hypertrophique. C'est ce qui provoque chez certains sportifs la mort subite. Lorsqu'on a le ventricule qui est trop épais et qui rétrécit l'entonnoir au moment de l'éjection du sang qui va vers l'aorte, si on a un effort trop violent, l'entonnoir se bloque.
J'avais ça, mais je m'étais soigné et je vivais avec ça depuis 40 ans. Voilà. En plus, il y a eu un jour un problème caniculaire quand vous faisiez du Ça, c'est vélo. autre chose. Ça aussi, ça n'avait pas été simple. Non, ça n'a pas été fait. J'ai fait une espèce de choc électrique en plein cagnard, dans les contreforts du Ventoux, en pleine chaleur, pas assez hydraté. Et j'avais mis ça sur le compte du fait qu'on ne fait pas du vélo en Provence par 40 degrés à 15 heures. Voilà. Mais En réalité, j'avais fait un choc important. oui, bon, ça s'est passé, vous en avez parlé à personne. Et moi, je me souviens en Provence, vous avez toujours votre petite trousse quand vous faites du vélo avec des biscuits, avec tout ce qu'il faut. Avec des sucres lents, Voilà. avec de quoi ne pas tomber en hypoglycémie. Mais vous savez que Yves Duteil a eu un problème à peu près identique. Il s'en est aperçu voici 3 ans. Il a fait une crise cardiaque et on s'est aperçu qu'il avait un problème originel de naissance et qu'il a passé 2 mois à l'hôpital sans le dire à personne. Je suis allé le voir. Et Il est tombé à la renverse dans un aéroport. Il a été dans le coma. Hein. oui. Yves, il a été sérieusement touché. Et il s'en est sorti et aujourd'hui tout est oublié. Tout va Oui, bien. absolument. Comme quoi, question de mental sans doute. Exactement. Alors vous parlez d'aéroport, c'est-à-dire que quand vous êtes tombé malade en Provence, vous avez pris l'avion et Oui. juste à temps. Oui, j'avais le choix entre rentrer par le TGV que vous connaissez bien, cher Jacques, Oui. David d'Avignon, qui met même pas 3 heures pour aller à Paris, mais le temps d'y aller, ça fait 1 heure. Le temps de revenir chez soi, c'était à peu près 5 heures. 5 heures, je me sentais pas très bien. Et au dernier moment, j'ai préféré rentrer avec un petit avion, avec un copain qui est pilote. Et heureusement. Oui. Heureusement, ça m'a permis d'arriver à 15 heures à l'hôpital européen Georges Pompidou avec le professeur Agege qui était rentré de vacances. J'ai eu beaucoup de chance. C'était le 30 août, le patron du service de cardiologie de Pompidou. Et c'est lui qui, tout de suite, a voulu savoir pourquoi j'avais de la fièvre. Et on l'a su très vite. C'était une bactérie. C'était une bactérie, un germe qui était, après un soin dentaire, qui a contaminé une partie de mon cœur. On appelle ça une endocardite infectieuse de la valve, qui est la maladie la plus compliquée car on ne sait pas où va aller le germe. Et la bactérie qui était un streptocoque, apparemment pas très méchant, mais comme j'étais fatigué par un traitement pour la thyroïde qui m'avait affaibli les défenses immunitaires, eh bien, le drame de l'endocardite infectieuse, c'est qu'on ne sait pas où va aller ce germe. Et moi, il avait déjà touché très vite la rate, le rein, le ventricule et le cerveau. Mais ce qui est extraordinaire, Michel Drucker, c'est qu'en général, on a plein de bactéries dans le corps, 140 000 je crois, et vous êtes tombé sur la mauvaise. Oui, mais l'appareil dentaire est un nid de bactéries. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'avant un soin dentaire, quel qu'il soit, il faut toujours signaler si on a une faiblesse cardiaque à son dentiste, et il peut également, lui, vous poser la question. Ça n'a pas été le cas, j'avais fait ce qu'on appelle un détartrage, de 3 mois avant, et tout est parti de là. C'est-à-dire que cette bactérie, ce germe est parti d'une dent, d'une prémolaire, qui a contaminé une partie du cœur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a connu un dentiste, nous, un peu fou, le docteur Hutt, Ah oui. docteur du tout Paris. Enfin, il recevait le tout Paris chez lui. Moi, ce qui m'a toujours fait rire, c'est que le samedi, chez le dentiste, il y avait Bernard Pivot qui venait. Oui. C'était un personnage fantasque. Ah ben, moi j'ai vu toutes les empreintes de tout le monde politique et du tout Paris chez lui, puisque il était dentiste, mais son rêve c'était d'être star. Oui. Donc il avait sur son cabinet toujours des gens très célèbres. Ça allait de Guy Lux, Savadim et Aznavour souvent. Oui. Et à chaque fois qu'on venait, il dit tiens viens voir, je vais te montrer quelque chose. Et là je voyais Madame Raymond Barre, la bouche ouverte, on visitait le cabinet dentaire du dentiste, mais avec les patients sur le fauteuil. Et c'était pas n'importe quel patient. Alors et certains ne sont plus là. Mais quand je pense à Pierre, je pense à tous les gens que j'ai connus avec les maxillaires plutôt ouverts. Enfin bref, avec l'expression pas tellement élégante qu'on a tous chez le dentiste. J'en ai vu défiler un paquet. Alors, quand vous êtes à l'hôpital, vous songez au Dr House. Vous avez l'impression d'être un figurant du Dr House. Du Dr House, ben oui. J'ai l'impression que je suis dans une série américaine. Vous savez que le Dr House, au départ, s'est inspiré de Sherlock Holmes. Oui. C'est-à-dire qu'il est enquêteur comme lui. Leurs assistants s'appellent Wilson et Watson. Et ils sont tous les deux accros à la musique. C'est quelque chose de très particulier. Alors, ce qui est aussi très important, c'est que personne n'est au courant à l'époque, Michel Drucker. Secret absolu. Sauf mes proches, ma famille, mes très très proches, quoi, ceux qui me connaissent depuis toujours. Et je pense que tout ça, ça va passer, mais il y a le Covid-19 qui plane au-dessus de la France et de tous les hôpitaux. Et je me dis,
je vais me faire avoir, et je vais me retrouver dans la presse dite people comme quelqu'un qui a été déjà touché par le virus. Et c'était pas le cas du tout, d'où le pseudo. Un pseudo qui était un pseudo étonnant que vous avez trouvé, Oui, Diocarde. ça m'est venu tout de suite. J'ai dit, en verlan, l'inverse de cardio, Diocard. Ça a fait rire l'administration. Il m'appelait Diocard. Oui, mais quel prénom on lui donne? Je sais pas, c'est la Saint quoi aujourd'hui? C'est la Saint-Michel, la Saint-Arthur, la Saint-André? Non, c'est la Saint-Fiacre. Eh ben, vous allez m'appeler Fiacre. Mais les gens... Et quand je retourne à l'hôpital ou en rééducation, où j'y suis encore de temps en temps, certains m'appellent toujours Monsieur Diocard. Mais ils savaient que vous étiez Michel Drucker, même si... Ils l'ont su très vite et ils ont gardé le secret. Oui, parce qu'il y a même un brancardier qui vous a dit vivement dimanche un jour. Oui, il y en a même un qui m'a dit, alors que... Non, c'était une Antillaise magnifique, j'adore l'accent créole. Et les infirmières d'origine martiniquaise qui se sont occupées de moi étaient vraiment des mamans magnifiques, de tendresse, de générosité et de compétence. Et j'avais perdu 10-11 kilos, et un jour, il y en a une qui me voit passer, malgré le masque, et qui dit à sa copine, « Simone, ça gauchit la télé. Ça gauchit beaucoup la télé. » J'avais perdu 11 kilos quand même. Quand même, oui. Et puis il y a une chanson, bien sûr, à laquelle vous avez pensé. Il faut savoir cacher ses larmes. Charles Aznavour. Mais moi, je n'ai pas su. Voilà. Mais je crois qu'il ne faut pas savoir, finalement. Non. Vous n'envisagez pas ce genre de choses. Mais Aznavour, moi, je me souviens, la dernière année, il m'avait dit, il m'a glissé à l'oreille, je suis sur la pente descendante, j'en suis convaincu et ça m'emmerde. Ah, les conversations que j'ai eues avec Charles dans notre chère Provence, cher Jacques, combien de fois j'ai parlé avec lui et je découvrais encore des choses qu'il m'avait racontées 10 fois, mais il avait oublié certains passages. Et on parlait du temps, de l'âge. Et moi, ça me fascinait parce que il était mon modèle, il le reste. Et je me disais, si je pouvais faire la carrière d'Aznavour. Et Charles me disait, vous savez, Michel, vieillir, c'est une chose. Devenir vieux en est une autre. Il me dit, il y a beaucoup de jeunes qui sont des vieux et beaucoup de vieux qui sont des jeunes. Et lui était un jeune. Voilà, et vous êtes un jeune, et vous le dites dans ce livre « Ça ira mieux demain », dont on va reparler dans quelques instants, avec une autre date, le 24 septembre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Michel Drucker. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Drucker. Ce livre, Ça ira mieux demain, chez Robert Laffont, vous racontez ce que vous avez vécu pendant 6 mois, et on le raconte aussi à travers des dates clés. 24 septembre 2020, le tournant. Ce jour-là, vous ne l'oublierez jamais, je crois, Michel Drucker. Alors le 24 septembre, j'ai été opéré le 26. Oui. Et 2-3 jours avant, j'ai eu une visite. Une visite de mes patrons. Voilà. Qui ne savaient pas que sous un autre nom, j'étais leur voisin à 100 mètres, puisque si vous connaissez un petit peu Paris, dans le 15e, l'hôpital européen Georges Pompidou jouxte vraiment France Télévisions. C'est à 100 mètres. C'est à cette date que vous faites référence? Oui, c'est ça. Et oui, parce qu'il a bien fallu que je prévienne quand même la gouvernance de cette grande maison qu'est France Télévisions. J'étais là depuis 1 mois, ils ne le savaient pas. C'est sous un autre nom, comme on l'a dit et répété. Et puis là, quand j'ai su qu'on allait m'opérer gravement et tout ce qu'on allait me faire, là vraiment, objectivement, je me suis dit, bon, il faut prévenir les patrons, parce que ça va se savoir, autant qu'ils le sachent les premiers, pour communiquer. Et pour moi, il n'était pas question de refaire de la télé. Oui, c'était fini pour vous. Pensez à vos successeurs. Oui, d'abord parce que j'avais déjà 1 mois de goutte à goutte d'antibiotiques dans les pattes. J'étais déjà très affaibli, fatigué. Et quand j'ai su ce qu'on allait me faire, j'avais en plus un problème à la jambe qui a failli mal se terminer. Une jambe nécrosée toujours par cette bactérie. Donc on a d'abord évité qu'on me coupe la jambe avant d'opérer la valve et avant d'opérer, car on avait découvert, cerise sur le gâteau, que j'avais les coronaires bouchés, qu'il fallait faire un triple pontage. Oui. Donc c'était un chantier pour le chirurgien tellement énorme que je me disais, et même si je m'en sors, je serai diminué, je ne ferai plus jamais mon métier. C'est ce que j'ai dit à Stéphane Sidban-Gomez, le numéro 1 des programmes de France Télévisions, et à la présidente qui avait été réélue au mois de juillet, Delphine Ernotte. Je leur ai demandé de venir dans ma chambre. Ils étaient sidérés de savoir que j'étais là depuis 1 mois, tout près de leur bureau. Et là, je leur ai dit, voilà, si vous voulez me remplacer, je peux vous aider à trouver le remplaçant ou la remplaçante.
mais moi je pense que je ne vais pas me sortir de ça. Et ils m'ont sauvé quelque part en disant, il n'est pas question, Michel, vous allez vous en tirer, ou tu vas t'en tirer, et on va t'attendre. Voilà. Ça a été capital pour le mental. Essentiel. J'ai gardé la coupure du journal sous la plume de Michael Zoltobroda du Parisien, avec le titre, et c'était d'autant plus extraordinaire que c'était la première déclaration de monsieur Cide Bongemez, bien avant mon opération, sans savoir que j'étais malade. Il dit, première interview, il a dit, Drucker va rester chez nous. C'était le titre. Ça m'avait déjà remonté le moral, mais ça m'a regonflé. D'autant plus qu'après, il me l'a confirmé en tête à tête en disant, non seulement tu vas rester chez nous, même si tu te fais opérer, on va t'attendre. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ça a été une bonne ordonnance. Oui, c'est la meilleure des ordonnances, c'est la vie. Vous aviez les coronaires bouchés alors que vous n'avez jamais fait aucun excès, alors qu'un Depardieu mériterait de les avoir. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est On n'a toujours pas la réponse. C'est fou. Le problème de la valve, l'endocardite, ça, je connais tout le dossier. Avoir les coronaires bouchés, au point de ne pas pouvoir faire des stents et de ne pas faire un pontage classique, est obligé d'opérer longuement et de refaire toute la tuyauterie, ça... Alors, moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Moi, je pense que c'est le stress. C'est un métier de stress. Ça m'arrive au bout de 50, plus de 55 ans de télévision, 57, là, maintenant. J'ai quand même vécu plusieurs vies. Et c'est une vie d'angoisse, d'inquiétude. C'est pas du tout un long fleuve tranquille. J'ai fait 20 ans de radio, vous le savez. C'est là où on s'est connus, Jacques, dans une autre vie, dans le sillage de Philippe Bouvard. J'ai fait 20 ans de radio, 10 ans sur la même radio, rue Bayard, 2 fois 5 ans, rue François 1er sur l'autre radio, plus, j'ai fait la liste, j'ai vu tout ça, j'ai dit d'abord 5 Coupes du Monde, un passeur de reporter sportif, et puis les rendez-vous du dimanche, que tout le monde a oublié, bien avant Martin, et puis Faites la fête, et puis Star 90, et puis évidemment Champs-Élysées, et puis plus de 20 ans de Vivement Dimanche, sans oublier Sud Gabriel. Tout ça, ça fait des milliers d'heures de programme. Et c'est toujours le même bonhomme qui a fait ça. Oui. Donc je me suis dit, c'est normal que le cœur ait été secoué par tout ça. Mais c'est peut-être aussi génétique. Eux pensent que c'est aussi génétique parce que ma maman avait eu des soucis cardiaques. Mon père souffrait d'arythmie. Il faisait ce qu'on appelle des extrasystoles. Et mon frère Jean, qui nous a quittés en 2003, après une crise d'asthme foudroyante, est mort d'un arrêt du cœur aussi. Alors, donc tout ça, c'est pas des détails. Non, d'autant plus que les médecins ont hésité avant de vous opérer, et Michel Simès, qui a vu votre dossier, a dit tu l'as échappé belle. Mais ils ont hésité pourquoi? Parce que les dégâts considérables qu'avait déclenché la bactérie, le germe, venu de la dent, après un soin dentaire, avait contaminé la rate, le rein. J'étais sous dialyse aussi pendant 15 jours. J'avais des gros problèmes au niveau des reins. Et puis surtout, il y avait ce qu'on appelle 2 emboles. Le terme embole, c'est le terme de la chirurgie cardiaque de pré-AVC. 2 risques d'accident vasculaire cérébral au niveau du cerveau. Et si c'est pendant l'opération, ce n'est qu'au réveil qu'on saura s'il y a des séquelles. Ils opèrent un cœur, pas le cerveau. Et voilà, leur angoisse, c'est qu'il y avait un risque, ils appellent ça, monsieur Agé, j'ai dit un risque à 2 chiffres. Un risque à 2 chiffres, c'est quand on se fait opérer, une opération de ce type, cardiaque ou une autre, classique, sauf des choses gravissimes, qui sont des cancers inopérables. Mais il y a 2 à 5% de risque que ça se passe mal. Moi, c'était le risque à 2 chiffres, c'est entre 25 et 30%. Ce qui est considérable. Oui, et ça s'est bien passé. Et car ils avaient peur qu'il y ait une hémorragie pendant l'intervention. Tout s'est bien passé. Et curieusement, vous avez pensé à une chanson à la veille de l'opération. Il s'agit d'un boui-boui bien crado, où les mecs par-dessus le calando. J'ai pensé au temps Boyau et à Pierre Perret parce que, comme je l'ai écrit pour rendre hommage à Nougaro dans un chapitre sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, quand on est allongé pendant des mois, des jours et des nuits avec la morphine, les antidouleurs et l'infirmière qui vous prend votre tension à la température 3 fois par jour. Au début, on est trop faible pour regarder la télé, ça fatigue un peu la radio, donc on a le plafond. Et le plafond, j'ai pensé à la chanson de Nougaro, et dans cet écran noir,
j'ai vu défiler une espèce de medley de tous les moments de ma vie. Et à un moment donné, je voyais apparaître Pierre Perret avec sa femme, Rebecca, déjà à l'époque, du côté des Pyrénées, du côté de Font-Romeu, débouchant du brouillard, avec je me souviens, c'était une des premières Mercedes blanches, et c'était Pierrot qui chantait Le Torboyau, son premier tube immense. C'était en 65 dans les Pyrénées. Pourquoi j'ai vu repasser ça? Le mystère de la morphine, le mystère des antidouleurs. Alors, il se trouve qu'à l'époque, il a un gros succès avec Le Torboyau, et sa première télé, après cette émission à Font-Romeu, c'est un reportage sur la cantine de la rue Cognac-Jay, que vous avez bien connu, où il a goûté les plats de la cantine de la rue Cognac-Jay. À la cantine, j'y étais abonné longtemps. J'avais mon plateau et je préparais le plateau de Zitrone également, qui était plus volumineux que le mien. J'imagine. Et vous n'étiez pas à 3 h du matin devant le frigo en train de courir après la nourriture. Alors, ce qui est étonnant, c'est que il y a eu votre opération. Le chirurgien est arrivé en retard, comme des stars. Et c'est pas qu'il est arrivé en retard, pardon. C'est un anti-star. C'est que ils ont consulté jusqu'au dernier moment. Notamment le professeur Mas, qui est un neurologue éminent. Je crois que c'est à Sainte-Anne qu'il est. Ils ont voulu avoir tous les avis des grands spécialistes jusqu'au bout pour savoir s'ils prenaient le risque d'opérer quelqu'un qui risque de faire 2 petits AVC pendant l'opération. Et finalement, ils ont dit on n'a pas le choix. Et ils ont bien fait. Alors, il se trouve qu'après, il y a eu quelques jours de réanimation et vous avez eu des hallucinations. Oui. Ça, c'est étonnant. Vous avez cru qu'il y avait un film de... Mais tous ceux qui vous écoutent là sur Sud Radio, Jacques, aujourd'hui, et qui ont eu ce genre de pépins de santé, vous diront que lorsqu'on est sous morphine ou certains antidouleurs, dans des nuits où on a perdu la notion du temps, qu'on a très mal, il y a des réactions parfois étranges. Moi, j'étais persuadé, et c'est une espèce de cauchemar, de rêve étrange qui revenait régulièrement, que Roman Polanski tournait la suite de Dreyfus. Pourquoi la suite de Dreyfus, va savoir. Et j'avais un bruit la nuit, etc., alors que j'étais dans mon délire. Et je disais à l'infirmière, écoutez, il y a un film qui se tourne juste sous mes fenêtres. J'entends les figurants, j'entends des bruits de canon, etc. J'ai reconnu la voix de Polanski qui donne des ordres dans le haut-parleur sur le plateau. Dites-lui qu'il y a des malades, et dites-lui d'ailleurs, je vais l'appeler. Alors 2 fois, 3 fois, au 3e, il me dit, mais monsieur Yoka, pourquoi vous me parlez d'un film? Je dis, il y a un film qui est très bruyant. Il me dit, mais vous êtes à l'hôpital Georges Pompidou? Je dis, oui, mais il y a un film sous mes fenêtres. Et ça fait plusieurs nuits qu'on me réveille. J'entends les bruits, mais c'était incroyable. J'entendais les claps. Et je reconnaissais la voix de Polanski. Alors qu'évidemment, il n'y a jamais eu le moindre film qui se tournait pendant que j'étais là. Bien sûr. Alors, il y a d'autres choses encore dans ce livre qu'on va évoquer, et surtout un moment plus heureux, qui est le 24 mars 2021. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Michel Drucker. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Drucker, en pleine forme, je vous le confirme. Ce livre, ça ira mieux demain chez Robert Laffont, et ça va mieux aujourd'hui. Et c'est allé beaucoup mieux le 24 mars 2021, lorsque vous avez entendu ce générique. Ce générique, vous ne pensiez ne plus jamais entendre, Michel Drucker. Je suppose que lorsque l'émission a recommencé ce 24 mars 2021, il y a eu une émotion particulière. Oui, comme vous l'avez vu, j'étais venu en repérage un peu 2-3 jours avant, sillonner le studio pour voir si je pouvais descendre les 3 marches qui vont du plateau au canapé, car j'ai eu aussi, vous l'avez lu, une espèce de paralysie partielle du pied gauche, qui se termine seulement maintenant, parce que tout ce qui est neurologique, c'est beaucoup plus long que musculaire. Et là, il n'y avait pas de public, évidemment, à cause de pandémie. Je savais qu'il y avait tout l'état-major de France Télévisions qui était là en régie. Il y avait Delphine Ernotte, il y avait Stéphane Sidman-Gomez, il y avait Mariam Chipoudis qui gère la publicité, il y avait dans la coulisse Stéphanie Brémond, qui fait partie de la nouvelle gouvernance de France Télé. Il y avait tous mes copains, il y avait tout ça. Et puis, il y avait en coulisses une quinzaine d'humoristes qui étaient tous venus. Car il a fallu qu'on fasse un choix, parce qu'on aurait pu recevoir beaucoup de gens pendant cette émission de la Renaissance et du retour. Et j'étais resté enfermé dans ma loge pour m'économiser. Et je continue à le faire maintenant, car je me suis aperçu, comme quoi ça a du bon,
que pendant beaucoup de temps, une grande partie de mon stress et de ma fatigue en présentant mes émissions, c'était le temps que je perdais. Je pensais ne pas le perdre. En réalité, c'était du temps de perdu dans les loges. À chaque fois que je fais une émission où il y a 4, 5, 6, 10, 12 invités, que ce soit un prime time ou que ce soit Vivement Dimanche, je vais dans les loges. Et je me suis aperçu que comme je suis très bavard et que je ne peux pas rester silencieux très longtemps, dans chaque loge, je reste 5, 10 minutes, un quart d'heure. Résultat, on commençait très en retard. Et puis, je défleurais une partie des sujets que j'aurais dû aborder à l'antenne. Donc, après le retour le 24, où j'ai vu personne avant, et quand le rideau s'est ouvert, d'abord, c'était étrange puisqu'il n'y avait pas de public, mais je savais qu'il y avait beaucoup de gens chez eux. Et puis, je savais qu'en régie, qui y avait. Il y avait aussi un de mes cardiologues qui était là dans l'ombre. Et donc, j'étais angoissé. Je n'avais pas retrouvé mon poids normal. J'avais peur que ça se voie que je boite. Comme vous avez lu le livre, hein, notre ami Max ouvre, le technicien, ouvre l'écran que tout le monde connaît maintenant en deux. Je vais rentrer, je surveille mon pied gauche, je remonte mon pantalon car j'ai perdu de taille et on y va. Et ça, je m'y étais préparé depuis très longtemps, mais j'avais quand même le cœur, c'était le cas de le dire, qui battait la chamade, mais sans risque. Oui, car c'était un cœur tout neuf. Et il y a eu un moment d'émotion, une ovation de ceux qui étaient là. Vous avez été longuement applaudis. Oui, mais tout ça, j'ai su ça un peu après, parce qu'il y avait beaucoup de médias, il y avait le journal télévisé qui préparait un reportage pour le journal, toute l'équipe du service culture, c'était Laurence Piquet qui avait préparé tout ça, il y avait des gens de France 2, il y avait également une équipe de BFM, notre ami Marc-Olivier Fogiel, qui était là pour diffuser. Il y avait beaucoup de médias, et j'étais très partagé parce que je me disais, est-ce qu'ils sont venus voir dans quel état je suis? Est-ce qu'ils sont... et c'est ça, j'avais l'inquiétude d'être diminué, de ne pas être au top. Ouais, ils n'ont pas été déçus de ce côté-là. Et puis voilà, puis Gad Elmaleh, le premier, est venu. Et ce qui m'a mis à l'aise, c'est que j'ai senti qu'eux étaient plus émus que moi encore. Alors, vous aviez et pourtant, sont des humoristes qui ont l'habitude. Michel Drucker, vous aviez un nouveau look avec des baskets en plus. C'était une première à la télévision. Jordan, sans faire de publicité. Oui. Parce que c'est votre nouveau look. Ça fait c'est finalement beaucoup plus jeune. C'est une façon de rajeunir. Mais alors, ça, c'est une idée de ma petite fille qui dit, papy, hein, faut te mettre en jean, tout ça, parfait. Et de toute façon, j'ai pas eu à faire d'effort, car à cause de mon pied gauche, qui était un peu bancal, on m'a demandé de mettre des chaussures de sport très hautes, que je porte souvent encore en rééducation. Je les ai gardées. Voilà. Alors, il y a eu aussi une bande-annonce étonnante quelques jours plus tôt, qui a été un événement aussi, Michel Drucker. Oui, le service des bandes-annonces a fait quelque chose d'assez étonnant. Je dis, mais quelle idée ils ont trouvé. Alors, ils m'ont dit, voilà, on voudrait que tu sois sur ton vélo de rééducation. C'était chez moi, sur mon balcon, sur ma terrasse. Et puis, il va y avoir une musique de suspense, etc. Et ils m'ont dit, voilà notre idée, qui est une bonne idée. C'est la version audio, l'intro de l'envie d'en voir envie de Jean-Jacques Goldman pour Johnny. Si on écoute cette chanson, il y a une espèce de suspense. Et ils m'ont mis sur le vélo et je pédalais. Et il y avait ça. L'envie d'avoir envie, ça tombait très très bien. Et c'est vrai, et je disais simplement, au bout de quelques secondes, la télé, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Voilà. Ce que vous n'avez pas oublié aussi, et qui est passé beaucoup. Ah oui, mais et l'audience a été excellente et elle continue d'être excellente. Oui, qui était d'autant plus étonnant, c'est qu'il y avait un match de l'équipe de France de foot ce jour-là sur TF1, qui est l'adversaire le plus redoutable avec les Restos du Cœur à l'élection de Miss France. Il y avait l'équipe de France de foot. J'ai dit, mais personne va nous regarder, mais les fidèles étaient là quand même. Et puis, le replay, vos podcasts à vous ont bien fonctionné, parce qu'on a beaucoup parlé de ce retour. Alors, il se trouve aussi que ce retour, c'est après d'autres incidents, parce que ce qu'on a oublié, c'est qu'une fois que le germe a disparu, vous êtes retrouvé à la clinique Bizet en rééducation, avec une dame qui s'appelle Greta, qui vous a fait souffrir, Michel Drucker. Alors Greta, c'était pas en rééducation. Greta, c'était certaines nuits de l'hôpital Georges Pompidou. Je l'ai appelée Greta. Elle s'appelle pas Greta, évidemment. Je voulais surtout pas qu'elle puisse mal le prendre. Disons que c'était une infirmière
comme il y en a beaucoup dans tous les hôpitaux, tous ceux qui nous écoutent, qui ont vécu ça, se reconnaîtront, et la reconnaîtront. Disons assez, un peu culturiste. Oui. Une infirmière costaud. Voilà. C'est-à-dire masque et blouse blanche la nuit et salle du muscule le jour. Donc j'ai tout de suite vu que j'avais affaire à quelqu'un qui devait peser beaucoup plus que moi qui pesais pas très lourd. Et c'est vrai que cette nuit-là, je l'ai dérangé beaucoup pour des raisons naturelles que vous imaginez. Et j'avais honte de la déranger 3 fois. La 3e fois, assez radicale, elle m'a dit « Dis donc, Diocard, il va falloir vous surveiller quand même. » Alors, elle m'a changé, etc. Bref, je vous passe les détails. Et elle a refait le lit, tout ça, pour la 3e fois, même s'ils ont l'habitude. Et je me souviens, elle est partie avec un ton mi-figue, mi-raisin. Bon, alors, Diocard, maintenant, il dort. Hein. Oui, madame, je vais dormir. Mais heureusement qu'elle était là, parce que elle était costaud. Voilà. Elle m'a donné envie de retrouver mes muscles. Voilà. Alors, ce qui était costaud aussi, c'est que vous avez eu, comme vous le dites dans ce livre, Michel Drucker, 2 opérations pour le prix d'une. Ben oui, parce que je suis revenu après 3 jours de rééducation avec une infection de la cicatrice thoracique, obligé de m'ouvrir à nouveau, de détricoter les barbelés et les anneaux qui font qu'on vous verrouille le sternum scié en 2 quelques semaines auparavant. Pour bien le ressouder, on vous met un gilet pare-balles, un carcan, et vous n'avez pas le droit de faire des mouvements amples au niveau thoracique pendant 1 mois. Donc là, j'ai perdu 2 mois parce qu'il fallait ouvrir à nouveau, car il y avait effectivement un début d'infection. Donc je suis retourné d'où je venais après 2 mois et demi en cardiologie à Pompidou. Et quand ils m'ont vu revenir, dire « Monsieur Diocard, ça vous plaît tellement pour revenir ?» Je dis « Non, j'ai droit à 2 opérations pour le prix d'une. » Et là, ils m'ont regardé, ils faisaient pas de chance. Et là, ça a été 3 semaines encore douloureux, des douleurs, remorphine, etc., avant d'aller enfin en rééducation, mais au bout de 3 mois. Voilà. Et un soir, vous avez même dit, je vais enlever mes perfusions, je vais aller me promener dans la rue. Oui, à un moment donné, on a envie de... Ça va, quoi. Oui. Mais là, vous ne le voyez pas, car nous sommes à la radio. Mais j'ai encore des stigmates de toutes les piqûres et de tous les cathéters, de toutes les prises de sang que j'ai eues, parce que j'en ai eu un paquet. Oui. Et les infirmières, leur problème, c'était « Monsieur Diocard, on ne trouve plus vos veines. » Donc, j'avais plus de veines, mais j'avais déjà pas de veines. Oui. Là, vraiment, j'avais pas de peau, mais là, j'avais plus de veines du tout. Là. Et puis, vous êtes enfin rentré chez vous. Et celle qui vous a fait la gueule, c'est votre chienne. Ben, elle a été longtemps perturbée parce que je suis parti pendant près de 3 mois. C'est beaucoup pour un chien Oui. de ne pas voir son maître pendant 3 mois. Alors, il y avait quelqu'un que j'appelle Petit Claude, qui est un peu un homme de confiance de la famille et qui venait, lui, tous les jours, vous l'avez vu dans le livre, m'apporter un petit peu supplément au niveau alimentaire, car j'avais du mal à me nourrir, tellement j'avais maigri. Et puis, il repartait souvent avec mon linge, et puis il revenait tous les jours, et tous les 3 jours, il m'amenait des t-shirts propres, un nouveau survêtement. Bref, tout ça avait été passé à la lessiveuse. Et quand il rentrait, il m'a dit ça après, quand il rentrait de l'hôpital avec un sac de linge, ma chienne restait dans le sac de linge à pleurer. Elle avait senti que c'était les vêtements de son maître. Vous connaissez les qualités olfactives des chiens. Oui. Et ça, c'est même a fait la gueule longtemps. Et quand je suis revenu définitivement, il a fallu plusieurs jours avant qu'elle se rapproche de moi. Et maintenant, c'est le contraire. Maintenant, elle ne me quitte plus. Elle n'est pas venue aujourd'hui parce que elle est allée au cinéma. Oui, c'est son droit. Voir un film de Beethoven, justement, Voilà. avec des chiens. Alors, on vous a offert aussi une paire de charentaises, symboliquement, Michel Drucker. Oui, j'ai des charentaises chez moi. C'est agréable, les charentaises. Mais je les avais... je portais les charentaises déjà pour me reposer il y a déjà 1 an ou 2. Ça m'installait déjà en pré-retraite. Car les charentaises, ça veut dire qu'on est déjà au ralenti. Oui. Mais je les ai gardées quand même. La charentaise, elle a été créée, je me suis un peu renseigné, Michel Drucker, à la fin du XVIIe siècle, à partir des rebuts de feutre utilisés pour la fabrication d'uniformes militaires, quand il y a eu le siège de Rochefort. C'est comme ça que c'est né, que ça s'est développé ensuite. Et puis ensuite, il a fallu reprendre une vie normale, et vous avez fait des promenades, beaucoup de marches dans le quartier, et je crois que ça vous a beaucoup aidé, Michel Oui, je Drucker. continue. Je peux vous dire que l'esplanade des Invalides, entre le pont Alexandre III, l'école militaire
Et le Champ de Mars, il n'y a pas un morceau de gazon que je ne connais pas. Oui, il a fallu que je marche. Ça a été très difficile. Parce que j'avais le pied gauche qui traînait, je perdais l'équilibre, puis j'avais perdu le muscle des jambes. Tout le monde sait que même si on n'est pas gravement opéré, il suffit de rester 15 jours alité. Tous ceux qui ont eu le Covid et qui ont échappé au tube, et à être intubé, quand on est à l'hôpital 8-10 jours, on n'a plus de jambes quand on sort. Et moi, je ne suis pas du tout, j'ai pas les jambes des coureurs cyclistes, des jambes plutôt d'un grimpeur, toutes minces. Oui, mais en même temps, vos médecins étaient sidérés. N'imaginez pas que vous seriez aussi en forme très vite, Michel Drucker. Ben, je les revois, là, je vais encore les revoir la semaine prochaine. Et à chaque fois, ils disent, voilà, on a eu un extraterrestre qui est passé chez nous dans l'histoire de Pompidou, un nommé Diocard. Ouais. Oui, parce que l'hôpital européen Georges Pompidou a été créé il y a 22 ans. Et il y a des cardiologues qui sont là depuis 22 ans, qui m'ont vu, et qui m'ont dit, avec ce qu'on vous a fait, vous auriez dû revenir au ralenti, mais au ralenti comme on l'est dans une EHPAD, quand on est dans une maison de repos. Mais revenir pour faire son métier, quand le métier est un métier public et qu'on doit apparaître physiquement, il me dit, il n'y a que les extraterrestres qui font ça. Oui, et Michel Drucker, et en plus, vous en avez fait un livre dont on va parler à travers une autre date, le 29 avril 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Michel Drucker. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, j'irais presque les clés d'une nouvelle vie avec Michel Drucker. C'est la sortie de ce livre, Ça ira mieux demain, le 29 avril 2001. Ce livre est lié à une chanson. Ça ira mieux demain, à vous. Ça ira mieux demain. Si ça te semble loin, pourquoi pas prendre un bonjour. Et oui, c'est vrai que cette chanson, elle résume parfaitement votre état d'esprit. Une chanson d'Annie Cordy dont vous avez appris la disparition. J'étais au lit, sous perfusion. J'ai regardé une chaîne d'info continue en pleine nuit. Ça m'a fait beaucoup de peine. Elle avait 93 ans, Annie. Et tout de suite, je me suis dit, je pensais déjà laisser une trace écrite de cette aventure. Tout de suite, j'ai dit, si je fais un livre, ça ira mieux demain. Et Annie Cordy qui vous disait toujours, souris Michel. Toujours. Elle avait le sourire en permanence. Et d'ailleurs, Maurice Chevalier, quand elle a remporté son premier prix à Deauville en 52, a dit, c'est le plus joli petit clown que j'ai rencontré. Alors moi, Annie Cordy, je la connaissais bien évidemment. Je crois que c'est une des records women de participation à Champs-Élysées. Elle m'a fait chanter, elle m'a fait danser, et surtout Annie Cordy. J'en ai entendu parler tout le temps par Aznavour en Provence. Aznavour qui adorait Annie. Il l'adorait. Ils ont tourné ensemble Monsieur Batipalpa, je crois. Oui. J'ai le rôle d'un SDF Charles pour la télé. Et Annie Cordy, c'est considérable. Mais considérable. Et alors, considérable comme meneuse de revue, comme One Woman Show, mais c'est considérable comme actrice. Parce que Tata Yo-Yo, Frida Papa et Show Cacao et La Bonne du Curé, c'est la même qui est dans Le Chat de Granier de Fer entre Gabin et Signoret. C'est la même qui est dans Le Passager de la pluie. C'est la même qui joue avec Delon Le Bel Indifférent de Cocteau, dont je parle dans le livre. C'est une actrice immense. Rue Haute avec Mort Schumann, qui est un film magnifique. Et puis, Les Souvenirs d'Apé Foïnkinos de Jean-Paul Rouve. C'était une actrice immense. 93 ans. Non, Annie, voilà, je suis très content qu'on puisse rappeler que ce livre, quelque part, lui est dédié. Alors ce livre, donc Ça ira mieux demain chez Robert Laffont, finalement c'est un livre qui est un témoignage, car peu de gens reviennent du voyage que vous avez fait, Michel Drucker. Oui. C'est important ce livre pour les autres. Oui, et d'ailleurs ma femme Dany, qui est très très fascinée par la vie après la vie, la première chose qu'elle m'a demandé, parce qu'on ne s'est pas vu pendant longtemps, j'avais pas droit à beaucoup de visites à cause du Covid, elle m'a dit alors, t'as vu la mort de près, à quoi ça ressemble? C'est un peu ce que Philippe Labro, notre ami, il a fait un livre là-dessus, La traversée du miroir. Et non, j'ai dit, mais non, j'ai pas de croyance particulière, j'ai pas été élevé dans la religion, mais quand même, je me disais, après tout, je vais retrouver mon frère, je vais retrouver mes parents, je vais retrouver Clo-Clo, je vais retrouver Coluche, je vais retrouver le Luron, je vais retrouver Charles, je vais retrouver Johnny, je vais retrouver Dassin, je vais retrouver Christophe, je vais retrouver tous ceux qui nous ont quittés. Je
J'ai retrouvé Gainsbourg, Whitney Houston, tous les copains. Donc, et ça me faisait penser à une chanson qui termine mes spectacles, maintenant que je suis sur scène. Je me disais, mais après tout, nous nous reverrons un jour ou l'autre. Chanson de Charles Aznavour qu'il a écrite à New York pour Thierry Le Luron. Pour Thierry Le Luron. Alors, ce livre, en même temps, donc vous sortez de clinique, vous reprenez la télé, en même temps, vous trouvez le temps de faire un livre, Ça ira mieux demain. Il était prêt. Quand je suis sorti, j'avais pris beaucoup de notes, surtout pendant les premières semaines de rééducation. Il y avait tous les chapitres, j'avais tout. Il y avait aussi un texte que j'avais écrit pour la préface d'un livre d'un copain du monde de l'édition qui avait été durement touché par le Covid. Dans le service du professeur Raoux, au début de la pandémie, on parlait tellement du professeur Raoux de Marseille. Et j'avais fait un texte qui était un hommage aux infirmières. Et quand l'éditrice a lu ce texte-là, elle me dit, mais il faut le publier. Et c'est ce qui termine le livre, mais ce texte, il n'a pas quelques mois, il a plus d'1 an. Et je l'ai titré « Mon père avait raison », hommage à Guitry, parce que mon père m'avait dit un jour, ne te plains pas de ton métier, tu as tout ce qu'il faut, c'est formidable ce qui t'est arrivé, tu gagnes bien ta vie, les gens t'aiment bien, tu as une belle carrière devant toi. Parce que je me plaignais toujours, comme tous les anxieux, que j'étais fatigué, que c'était difficile. Et lui me disait toujours que tu sais ce que c'est que la vie d'une infirmière et combien gagne par mois une infirmière. Et c'est pour ça que la fin du livre, c'est ce texte-là. Oui, et ce livre, au-delà de votre témoignage, est important parce que finalement, c'est un message d'espoir pour celles et ceux qui pourraient se retrouver dans votre cas. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est le mental, c'est tout. Moi, si je n'avais pas eu le mental que j'avais déjà... Vous avez remarqué dans le livre, je pense également à cet handicapé qui n'a qu'un bras et qu'une jambe et qui me double dans le Ventoux, dans les années 90. La première fois que je fais le Ventoux, c'était par Bédouin, qui est la pente la plus dure. Vous savez, le géant de Provence, comme l'on dit, qui est l'Everest des cyclistes. Il y a 3 côtés. Il y a Sceaux, au milieu des Lavandes, 27 km, le moins pentu encore que. Il y a Malocène et il y a Bédouin. Bédouin, c'est l'Everest. Il n'y a pas un faux plat de plus de 2 mètres. Ça monte tout le temps, en plein cagnard, tout le temps. Et quand j'étais au fond de mon lit, que j'avais toutes ces douleurs, j'avais toujours de la morphine à côté de moi. Et puis j'appelais l'infirmière pour qu'elle me donne également d'autres antidouleurs, tellement j'avais mal pour respirer. Quand on est opéré du cœur, et qu'on a la cage thoracique qui est ouverte pendant des heures, pour ressouder tout ça, c'est au prix de douleurs terribles. On a l'impression qu'on a toutes les côtes cassées, quoi. Donc on ne peut pas sourire, on ne peut pas tousser. Si on doit expectorer, si on doit tousser ou cracher quelque chose, c'est des douleurs incroyables. Et on a l'impression surtout que les coutures, les ligatures vont sauter. Et donc c'est pour ça qu'on a un corset. Et là, quand j'étais au plus profond de mon désespoir, je pensais justement à ce cycliste. Je monte le Ventoux pour la première fois, j'étais à l'agonie. J'avais pas d'entraînement, j'avais plus de 50 ans. Ce qui était une folie, d'ailleurs. Je l'ai peut-être payé sur le plan cardiaque aussi, cette folie-là. Comme j'ai payé beaucoup de choses, le parachutisme, l'Afghanistan avec les avions de chasse français. J'ai fait beaucoup de choses dans la vie. J'ai plongé avec les sous-marins, sous la banquise avec Besson, les sous-marins nucléaires, le Charles de Gaulle. Tout ça sont des grands stress sur le plan physique. Et là, au moment où j'étais à 5 km du sommet du Ventoux, que j'étais à l'agonie, j'étais vraiment... j'étais pas assez entraîné, j'allais descendre de vélo, mais je voulais pas abandonner. Ben là, il y a un gars qui me double, qui s'appelle Tristan Moulik, qui nous écoute peut-être, il habite dans le sud, il a 60 ans, 20 ans, et alors que je suis dans une pente à 12 ou 13%, qui est un mur, hein. Bon, les tours du Tour de France font ça comme ça, mais je peux vous dire que c'est un mur. Et là, j'entends un bruit de dérailleur, et il y a quelqu'un qui me dit « Allez Michel, on s'accroche, allez Michel, accroche-toi, tu vas finir, tu n'abandonnes pas, tu vas finir, t'as fait le plus gros. » On se retrouve 3 km du sommet, on se retrouve, j'avais déjà 17 bornes dans les pattes sur les 20. Et là, le gars me laisse sur place, je le vois partir comme une fleur devant moi, mais comme s'il était chez lui, et il avait qu'un bras et qu'une jambe. Champion du monde en e-sport, le gars qui montait le Ventoux avec uniquement sa jambe droite et son bras droit accroché sur la potence du vélo comme une pince, et avec une prothèse à la jambe gauche, rien à l'épaule gauche. Oh, j'ai dit, comment, t'as pas le droit de te plaindre. Et grâce à ça, j'ai fini le Ventoux en disant, tu vas pas te plaindre, t'as vu ce qu'il vient de faire, lui. Et votre mère vous a dit que vous étiez fou? Oui, voilà. Ça, c'est la deuxième fois que j'ai fait le Ventoux. Ma mère était en larmes.
Elle criait, arrêtez-le, il est fou. Ouais. D'ailleurs, elle vous a dit un jour, tu travailles le samedi soir, qu'est-ce que tu vas faire le reste de la semaine? Oui, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'on travaille le week-end, c'est du mi-temps. Oui. Et on a le temps pour faire un autre métier dans la semaine. Ma mère disait, tu fais quoi dans la semaine? Maman, moi je fais de la télé. Non, mais la télé, tu l'as fait le week-end. Mais dans la semaine, tu fais quoi? Oui. Alors, dans ce livre, il y a également des souvenirs, parce que lorsque vous êtes sur votre lit d'hôpital, vous évoquez le passé. Et il y a un souvenir assez croustillant, c'est quand Arthur Comte, qui a été un PDG Oui. de l'ORTF, Oui. vous demande un jour... L'autographe de France Gall. Ça, c'est... À l'époque, vous savez, quand on a fait les rendez-vous du dimanche ou sport en fête d'abord, on était d'abord à la maison de la radio, à Cognac-G, avant que l'aventure Studio Gabriel ne commence. Moi, j'ai eu 3 studios qui ont été des studios fétiches. Il y a eu le studio 101 ou 102 à la maison de la radio. Il y a eu Cognac-G. Il y a eu les Buttes de Chaumont, avant la grande aventure de l'espace Cardin, où on a commencé, et Champs-Élysées et le studio Gabriel, c'est les années 82. Mais avant, mes studios, c'était les Buttes de Chaumont, Cognac-G et la maison de la radio. Et à la maison de la radio, on faisait les rendez-vous du dimanche. Non, sport en fait, je crois. Oui. Et c'était Arthur Comte, qui avait l'accent rocailleux du sud-ouest. Et le samedi, s'entend, il descendait, Arthur Comte. Il avait comme ça l'accent. Et un jour, il est venu me voir. J'ai dit, Monsieur le Président, je suis très touché que vous venez nous voir le samedi après-midi pour la répétition. Il dit, je suis venu vous voir, je voudrais un autographe de France Gall. Et je vois France Gall qui était là. Je dis, France, je te présente le président Arthur Comte, le président de l'ORTF. Elle était sidérée, quoi. Alors, elle a signé pour Arthur avec toute ma sympathie. Et il était content. Il est reparti avec la photo de France Gall. Alors, vous évoquez aussi dans ce livre, au début de la télévision, il faut savoir qu'il y a 2 personnes, lorsque vous avez commencé, et vous êtes finalement l'un des derniers pionniers de la télé de cette époque-là, c'est Roger Coudert et Léon Zitrone qui vous ont dit, fais pas ci, fais pas ça, Michel Drucker. Oui, j'ai beaucoup appris avec eux, mais je continue à apprendre avec les autres. Moi, j'ai l'impression de débuter tout le temps. C'est Lelouch qui me connaît depuis toujours. Je lui dois un titre de chapitre. C'est lui qui m'a soufflé les meilleures années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues, qui est une phrase magnifique. Eh bien, Lelouch, qui me connaît bien, disait toujours on apprend toujours. Bon. Et Lelouch connaît bien le monde du sport. Et c'est vrai que de Coudert, de Chapat, de Thierry Roland et de Zitrone, j'ai appris beaucoup de choses. De Zitrone, j'ai appris qu'il fallait être polyvalent et éclectique et avoir pour spécialité de ne pas en avoir. Et puis de Coudert, j'ai appris l'enthousiasme, la passion, car ce sont des métiers de passion. Oui, mais Zitrone, quand vous le voyez travailler, vous disiez, mais j'arriverai jamais à faire en une année ce qu'il fait en une journée. Zitrone, c'est considérable. Zitrone, c'est parler 4 langues. Enfin, Zitrone, j'en parle beaucoup sur scène dans mon premier spectacle. Quelqu'un qui fait le journal télévisé, qui interviewe Khrouchtchev, qui commente les obsèques de Churchill, capable de commenter tous les événements importants des grands cours européennes, la vie des têtes couronnées, tout ça entre le tiercé, entre le patinage, entre le Tour de France et entre Interville. Chapeau l'artiste, quoi. Oui, mais moi j'ai vécu une anecdote surréaliste avec Zitrone. Et le défilé du 14 juillet. Oui, mais... Je lui préparais ses fiches. Exactement. Donc un jour, il est à l'hôpital, il m'appelle, il dit, mon cher Pessis, j'ai un scoop pour vous. Donc je vais le voir à l'hôpital. Je demande où il est. On me dit, c'est au fond parce que personne voulait lui parler. Les infirmières l'avaient jeté. Il était impossible. Et il me dit, j'ai un scoop pour vous. Il enlève sa couverture et il me montre ses varices. Oui. Et ben ça a été un grand moment de vide, vous voyez, parce que Zitrone à l'hôpital, empoisonnant tout le monde, c'était extraordinaire. Dans mon dernier spectacle, il y a une photo qui a été prise par Christian Brincourt, grand reporter à Match pendant des années. Et Brincourt, pour Match, couvrait le carnaval de Rio. Et il découvre que dans le même hôtel, à la chambre voisine, il y a Zitrone et Laura Zitrone, Madame Zitrone, à qui Léon a offert, comme une espèce de voyage de noces, un voyage d'amoureux à Rio pour le carnaval. Et il ne sait pas qui sont voisins de chambre. Et il a son appareil de photo en bandoulière, comme tous les bons reporters, et il se trompe de chambre. Et qu'est-ce qu'il voit? Zitrone, en caleçon, toute varice dehors, main dans la main, avec Laura, sa femme, en nuisette, tous les deux allongés, faisant la sieste de l'après-midi dans la chaleur accablante de Rio.
Eh bien, Léon, pas du tout étonné, le regarde, Brincourt prend son appareil photo, fait la photo, et Léon pose, main dans la main, avec un caleçon carnavalesque, un caleçon de couleur, etc. On était à Rio. Et cette photo, il me l'a retrouvée. Alors, ce spectacle, bon, maintenant, la pandémie, j'espère, va permettre que le spectacle revienne. Vous allez remonter sur scène. Oui. La télé est revenue, c'est reparti maintenant, Léon. C'est-à-dire que tous les jours, je suis en train de gamberger la nouvelle version de mon dernier spectacle que j'ai joué une dizaine de fois seulement, puisque j'ai arrêté le soir où M. Macron, à 20h, a annoncé aux Français que le monde allait avoir un adversaire redoutable. C'était le coronavirus. Et donc, c'était la dernière fois que j'ai joué, ça devait être à Chatou, je crois. Et avant, j'avais joué en Belgique devant Danny Boone, entre autres. Je n'ai joué que 10 fois. Donc, toutes les dates qui avaient été prévues ont été reportées. Donc, en principe, je reprends en janvier. Et à mon avis, je vais prendre ça, Philippe Alain et Ludovic, qui s'occupent avec Dominique Dumont, mon tourneur, si j'ose dire, qui était l'ancien patron des Bouffes Parisiens. Il s'occupe de faire un calendrier pas trop éprouvant pour moi. Pas plus de deux le week-end, et plutôt l'après-midi quand même, parce que la scène, c'est un autre effort que Vivement Dimanche. Et là, je vais reprendre ça, et j'ai déjà imaginé que le fil rouge, ça va être Dr Diocard et Mr Drucker. C'est magnifique. On attend ça avec impatience. En attendant, on a Vivement Dimanche et ce livre que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent parce qu'il y a vraiment de l'émotion et de la sincérité. Ça ira mieux demain chez Robert Laffont. Merci et puis j'irai bonne santé pour 20 ans. On se retrouve dans quelques années, Michel Drucker. Oui, et on peut terminer avec une phrase de Souchon. Oui. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Et réciproquement. Et réciproquement. Merci Jacques et merci aux auditeurs de Sud Radio qui font partie de ceux qui m'ont beaucoup encouragé. Je vous remercie, vous qui habitez le sud de la France et pas que. J'ai reçu vos lettres, j'ai mis du temps à y répondre parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de témoignages de sympathie. Merci. Écoutez, on vous aime. On vous retrouve bientôt sur Sud Radio et ailleurs. Le slogan de Sud Radio, c'est « Parlons vrai ». Oui. On a parlé vrai, là. Complètement. Bon, je vous abandonne, je vous laisse le trousseau de ma vie. Exactement. On y a ajouté quelques clés, là. Oui, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Merci, cher Jacques.